l'idée de faire cette présentation ici à l'Université McGill vient en priori de ce projet-là, en fin de compte, ce qui était en fin de compte un projet de site de démonstration pour les pâturages à l'Université McGill. La raison pourquoi il y a un site de démonstration à l'Université McGill vient d'un projet pan-canadien mis en place par la Canadian 4-H Grayson Association, qui avait pour idée, en fin de compte, de rassembler les bonnes pratiques de gestion pour optimiser la séquestration de carbone dans le sol et optimiser aussi les performances des animaux qui vont au pâturage ou qui utilisent des plantes fourragères. Parmi les 3 activités qu'il y avait prévues à ce projet, la dernière activité était de la mise en place de sites de démonstration à travers le Canada. On trouve des sites de démonstration en Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Québec et Nouveau-Brunswick. On compte 5 sites. 4 de ces sites vont pour les bovins de boucherie. Et un de ces sites, lorsque j'étais en contact avec le directeur, en fin de compte, de la CFGA, M. Cédric, j'ai dit il faudra en faire un pour le secteur laitier, puisque c'est une production qui est importante au Québec et en Ontario. Et l'utilisation des pâturages, outre le biologique, n'est peu ou plus valorisée dans le cadre en tant que tel de la production laitière actuelle, on pourrait dire non biologique, pour différentes raisons. La charge de travail supplémentaire, le bien-être animal jusqu'à ce point, la meilleure gestion des nutriments. Et pourquoi le site à l'Université McGill? Premièrement, c'est un site d'éducation qui va pouvoir être utilisé dans le futur par des classes. Déjà cet automne, il y a des professeurs qui l'utilisent pour faire l'enseignement. Et aussi, la ferme à l'Université McGill mettait ses animaux au pâturage, mais avait une gestion très extensive des pâturages, suboptimale. Et là, l'idée, c'était de dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir l'adoption en tant que telle des pâturages à l'Université McGill, qui pourrait s'appliquer aussi à travers les autres producteurs laitiers du Québec. Il est sûr et certain qu'un producteur laitier traditionnel n'enverra pas ses vaches en lactation pâturage à cause de possibles, de possibles baisses de production, la régie. Mais les vaches en gestation, les tares en gestation, puis les vaches taries ont des besoins nutritionnels inférieurs aux vaches en lactation. Puis il n'y a aucune différence entre laisser des vaches taries et des tares en gestation à l'intérieur de l'étable, malgré que vous avez construit des belles étables en stabilisation libre et que c'est plus facile de les regarder. Mais le pâturage a des avantages pour eux. 1, il n'y a pas de fumier appliqué. 2, il y a moins de fourrage récolté. 3, au niveau du confort, c'est l'idéal, surtout s'ils ils possèdent de l'ombre, en fin de compte, ou se protéger pour éviter les stress thermiques. Et c'est ça qu'on a voulu appliquer à l'Université McGill. Pour ce projet, la Canadian 4-H Grayson Association a donné des fonds pour réaliser cette chose-là. Mais on ne se cachera pas, pour les producteurs laitiers ici ou producteurs de bœuf, quand que vous partez de zéro, ça coûte un certain montant pour investir. Comme l'ont dit aussi certains de nos collègues, le clé pour un pâturage qui est agréable à faire, c'est de la bonne clôture électrique et du bon pâturage en bande. Et ça nécessite un investissement, comme un investissement pour mettre des tapis de logette ou refaire, en fin de compte, ramasser le fumier. C'est des investissements qui sont nécessaires de faire pour s'assurer d'avoir du plaisir pour faire la régie. Et c'est ça qu'on a dû réaliser lors de ce projet. En gros, en plus des fonds en tant que tels, la CFGA, une bonne portion, en fin de compte, des fonds, autour de 72 000 $, ont été donnés par un fonds de développement durable de l'Université McGill. Dans l'objectif, pour eux, c'était d'améliorer le développement durable au général de la ferme. Ça inclut les gaz à effet de serre, le bien-être animal et une gestion plus durable du troupeau puis la longévité. Lactanet, qui est en fin de compte le salaire, parce que j'ai passé, on pourrait dire, 2 semaines à temps plein pour mettre en place les pâturages. Bellil, pour le don de semences. Gallagher, pour certains des rabais, en fin de compte, offerts sur l'équipement, en collaboration avec Solio. Kubota, en tant que tel, pour des prêts d'équipement au cours de la saison pour la saison prochaine. Et le gouvernement du Québec, sous le programme de prime vert du MAPAC, pour aussi installer des haies brise-vent.
que vous allez pouvoir voir, la ferme qu'on va voir tantôt, dans l'objectif de faire la séquestration du carbone à long terme et aussi créer de l'ombre contre le stress thermique. Parce que changement climatique veut dire aussi plus longue période de sécheresse, période de haute chaleur et haute humidité plus importante. Et si on veut mettre des animaux au pâturage dans le futur, il va falloir être capable de contrôler ces aspects. Et là, l'idée d'installer des arbres, parce qu'il y a certains endroits dans les pâturages, il manquait en fin de compte d'ombre pour les animaux. Il y a une équipe qui a travaillé à ça. On peut voir à l'écran ici le directeur de la ferme, Paul Meldrum. Excusez-moi. Paul Meldrum, que vous allez pouvoir voir sur l'heure du midi, discuter avec lui. Il aime bien ça discuter. L'étudiante d'été qui a travaillé au projet, qui a aidé à installer une portion des clôtures, planter les arbres, mais elle a surtout fait de la supervision des pâturages, déplacer le pâturage en bande. Elle a pris des données économiques puis zootechniques sur comparer, garder les tares, les vaches gestantes à l'intérieur versus les animaux pâturage pour faire un budget partiel. Et moi-même. Comme je l'ai dit, l'objectif de cette démonstration, c'était de fournir du pâturage de qualité à 30 vaches taries et tares gestantes, utiliser des bonnes pratiques de gestion pour démontrer aux gestionnaires de la ferme, en fin de compte, du troupeau de McGill, aux futurs étudiants actuels et des possibles agronomes comme vous aujourd'hui ici ou des producteurs, qu'il est possible en tant que tel de faire des pâturages en 2019 puis de rendre ça, on pourrait dire, cool et sexy. Moi, j'ai un rêve, c'est de rendre que les producteurs, au lieu de prendre une belle photo de leur nouveau bedding pack ou de leur belle stall avec du sable, soient fiers de leur belle haie brise-vent avec du beau pays de plastique, une belle clôture solide, du beau pâturage en bande pour valoriser les pratiques qui vont avoir aussi un impact sur le bien-être animal et la vision du consommateur en tant que tel par rapport à la production laitière. Aussi de servir de site de démonstration, comme j'ai dit, et travailler à la séquestration du carbone. Puisque ces champs-là, que c'est important de savoir, ça faisait 15 ou 20 ans qu'ils n'avaient pas été ressemés ou il manquait beaucoup d'amour. En plus d'installer autour de 800 arbres, 500 arbres et arbustes et 300, en fin de compte, saules lors de la plantation. Comme vous pouvez voir, ici, nous avons environ 800 hectares. Nous voyons en fait compte le complexe laitier. Nous voyons une plus grande prairie d'environ 4 hectares, un plus petit ici de 1,48 et une autre parcelle de 2,13 hectares, dont la clôture électrique a été refaite et des arbres ont été implantés. Ici, nous voyons plus en détail, en fait compte, nous retrouvons la parcelle de 4 hectares où que nous avons subdivisé en 4 plus petites parcelles pour effectuer du pâturage en bande, comme vous avez pu constater. On retrouve des points d'eau positionnés ici, ici et ici. Et toutes les lignes vertes que vous voyez ici, ce sont des haies brise-vent qui ont été implantées pour dans le futur, qui vont pouvoir croître et créer de l'ombre. C'est important de savoir que le sud est ici, l'est est là, l'ouest est là. L'idée, c'est vraiment que lorsque les arbres seront assez grands, ils vont pouvoir générer de l'ombre pour les animaux qui sont au pâturage. Puis ici, c'est important de savoir, il y a déjà des arbres existants. Ici, on retrouve le deuxième pâturage, que c'est un pâturage de 1,5 hectare, où qu'on retrouve ici, j'appelle ça une clôture permanente temporaire, puisque, en gros, c'est une clôture avec un rouleau qu'on met permanent dans l'objectif de pouvoir créer des bandes dans cette direction-ci et d'éviter d'avoir un trop gros pâturage, mais qu'on peut enlever pour faire une première coupe. Aussi, c'est important de noter, ici, on trouve le chemin de fer. Il y a 2 rangées d'arbres ici que vous allez pouvoir voir tantôt lors des ateliers. Une rangée d'arbres et d'arbustes, une rangée de saules qui va croître d'ici 2 à 3 ans comparé aux arbres qui ont été implantés. Les arbres qui ont été implantés comme dans les haies brise-vent, ce sont des érables, des chênes à gros fruits, des micocouliers et des tilleuls d'Amérique. Désolé, je ne me souviens pas des noms des arbustes. Ici, on retrouve le dernier prairie, où on retrouve le même système de clôture temporaire fixe, c'est des rouleaux en fin de compte, qui va permettre de faire une première coupe sans nuire à la fauche, qu'on va pouvoir faire du travail en bande. Là, vous allez pouvoir constater tantôt que les animaux se retrouvent dans cette section-ci du pâturage.
L'autre aspect important, en fin de compte, qu'on a remarqué, c'est que oui, on a des arbres, mais ils ne produisent pas d'ombre. En faisant des recherches sur Internet, on a remarqué, est-ce que ça existe des équipements pour générer de l'ombre pour les animaux? On a trouvé une compagnie au Wisconsin en tant que telle qui produit, vous allez pouvoir la voir tantôt, c'est une remorque qui se replie rapidement, dans 5 minutes, qui se ferme comme, on doit placer, peut-être en anglais, là, umbrella, mais une espèce de parasol, là, mais qui se referme, qui peut être transporté. Là, j'avais déjà vu des producteurs mettre des commentaires sur la page Facebook de vaches à vendre là-dessus, puis qui a montré l'image, puis il disait hey, au premier coup de vent, ça va partir, la toile va déchirer, c'est un paquet de troubles. Sincèrement, on l'a depuis le mois de juillet, il y a eu des tempêtes, ça ressemble encore à ça. L'équipement, en fin de compte, pèse 1 tonne. Oui, c'est un investissement, comme investir en tant que tel dans des beaux ventilateurs, je dois dire des ventilateurs tunnels, c'est quoi, 2000 $ peut-être? Si c'est un petit modèle qui vaut... L'ingénieur dit combien? 5000? OK. Ça coûte cher, les ventilateurs. Tandis que c'est un équipement, en fin de compte, qui est solide, fait en acier, qui est transportable. Ce modèle-là vaut 18 000 acheté. Ici, on voit, en fin de compte, un chariot qui permet qu'on va donner les minérales à chaque jour pour habituer les animaux à rentrer, et c'est des barrières autobloquantes, ce qui facilite aussi la gestion des animaux, la gestion des vaches. On va les attraper au champ et éviter de courir puis éviter de les ramener à l'étable si on a besoin. Ici, on voit une image des haies brise-vent. Vous pouvez voir qu'il y a un pays de plastique et la série d'herbes, et nous trouvons de chaque côté de celui-ci notre clôture permanente et une clôture temporaire qui pourra faire du pâturage en bande. Voici une autre image plus belle, en fin de compte, que vous allez pouvoir voir dans le champ. Les petites choses blanches que vous voyez, c'est des protecteurs pour les arbres. Il y a quelques enjeux. En étant moi-même producteur à vin, je ne suis pas un producteur de lait, fait que j'ai encore plus de difficultés. Ce printemps-ci, on a eu, ou à part les enjeux administratifs avec l'Université McGill et tout le tralala, il y a eu des enjeux d'un printemps froid et humide. Ce qui a empêché, en fait, l'idée là-dedans, c'était de dire, hey, on va ressemer les prairies, on va faire du sursemis, on va arroser Roundup, puis on va faire du semis direct pour remettre en état. Comme vous allez pouvoir le constater de lors de la visite, il n'y a aucune semis qui a été faite. Nous avons été incapables de le faire. Ça va être la prochaine étape. Ça démontre juste que, malgré les moyens, peu importe que, mettons, les fonds qui étaient disponibles, on ne peut pas tout faire la première année. Puis, il ne faut pas, comment je pourrais dire, s'arrêter à ça lorsqu'on veut s'implanter dans une nouvelle pratique de prairies, de meilleure gestion des prairies. Ça se peut que ça prenne 1, 2 ou 3 ans. Puis peut-être François Labelle va pouvoir en discuter. Je suis sûr que c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs années lorsque des producteurs switchent bio pour l'amélioration des pratiques. Mais la chose qui était faite, premièrement, c'était une bonne clôture. C'est peu importe la qualité de l'herbage qui est là, au moins on va pouvoir l'optimiser avec des bons équipements. La plantation des arbres a été un enjeu, puisqu'en fin de compte, c'était la première fois qu'on faisait ça. On faisait affaire avec une équipe d'étudiants qui, comment je pourrais dire, qui des fois avaient travaillé le sol, des fois n'avaient pas travaillé manuellement. C'est un enjeu. Comme j'ai dit, la semis des prairies. Sûrement d'entre vous ont déjà essayé d'envoyer des tares au pâturage. Toute ma belle clôture était cassée après 1 heure. Puis ils se demandaient où je suis. Fait que c'était très agréable. Puis aussi, on a eu des maladies, en fin de compte, dans nos arbustes. La coccinelle japonaise, qui adore les chênes rouges puis les micocouliers. Et des chenilles, en fin de compte, sont attaquées à certains arbres qu'on n'avait pas passé. On n'avait pas été voir les arbres pendant 2 semaines. L'autre chose, avant dans la période des questions, l'autre chose qui est importante, vous allez pouvoir constater sur les haies brise-vent qu'on retrouve des saules, c'est qu'ils ont été irrigués. Parce qu'il y a une des caractéristiques des champs qui sont sur le bord, sont en périphérie de la tracte de chemin de fer, c'est que la roche-mère se trouve des fois à 1 pied, 2 pieds, ce qui veut dire qu'en période de sécheresse, il y a peu de croissance des fourrages. Puis là, en voyant, en fin de compte, le bel équipement, en fin de compte, la Nouvelle-Zélande, ça peut être une solution dans le futur parce qu'il y a peu de réserves d'eau et si on voulait planter des arbres, il fallait les irriguer pour être sûr qu'ils ne meurent pas. Mais l'irrigation des arbres, il y a certaines limites qu'il faut discuter, en fin de compte, avec des spécialistes et pas
à temps plein, c'est à peu près dans les 3 premières 5 années pour s'assurer que le système racinaire soit bien développé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce site? Sinon, on pourra en discuter aussi lors du dîner qui va se dérouler à la ferme. 2 fois. Tu as mentionné, dans le fond, que l'un des objectifs de l'implantation de tes haies brise-vent, c'était aussi de séquestrer le carbone. Oui. Est-ce que vous avez évalué l'impact, dans le fond, de retirer cette superficie-là des pâturages, quelle est l'augmentation de carbone qu'il allait avoir sur cette superficie-là versus la garder en pâturage? Il y a un atelier aujourd'hui avec André Vézina. Il va pouvoir vous en discuter. Mais personnellement, moi-même, quand j'avais fait des recherches pour monter le dossier pour aller chercher de l'argent à l'Université McGill, j'étais tombé sur une recherche qui comparait la séquestration du carbone, mettons, pour 100 hectares, avec prendre 4 en fin de compte de cette superficie-là et implanter des arbres. Il y avait, je vais donner un exemple, mettons, pour 100 hectares, seulement des prairies sans arbres, il y avait 100 tonnes de CO2 qui étaient accumulées par année. Je donne un exemple, c'est peut-être pas les bonnes mesures, peut-être que je vais me faire chicaner par M. Denis Anger, versus 120. Il y a quand même, malgré qu'on prend un 4 de plus, 4 c'est pas gros sur la superficie, il y a une augmentation de la séquestration du carbone qui est effectuée. Puis l'avantage aussi avec les haies brise-vent qui a été démontré, c'est que souvent on voit des belles prairies dans Montérégie, pas d'arbres. Mais lorsqu'on implante des luzernières ou des céréales d'automne qui ont besoin d'un couvert de neige pour la survie à l'hiver, ou c'est des hivers qui ont des grands vents ou que les terres sont à nu aussi, les haies brise-vent vont permettre, de s'assurer briser le vent, puis s'assurer qu'il y a une accumulation de neige sur les prairies, et assurer la survie des prairies, mettons, de luzerne, et réduire l'érosion des sols. Puisque dernièrement, en fait, il y a des projets de recherche qui se font présentement, en plus en Montérégie-Ouest pour les terres noires, que c'est plus dramatique. Mais lorsque le sol est à nu, il y a des grands risques, en fin de compte, surtout si le sol est léger, qu'il y ait une érosion par le vent de la matière organique et de la qualité des sols. Et les haies brise-vent aident à, comment je pourrais dire, pas arrêter le vent parce que c'est pas perméable, mais à ralentir la vitesse du vent et assurer, un couvert de neige, et 2, éviter l'érosion des sols, en plus de faire la séquestration du carbone. Puis il est important de noter que pour la plantation des arbres actuellement, chaque producteur peut aller chercher jusqu'à 20 000 au MAPAC, 20 000, financé à 75 des coûts, en fin de compte, à la fois pour les arbres, la plantation et tout ça. Fait que tous les outils sont en place actuellement pour faire cette plantation-là. C'est sûr que ça nécessite certaines règles, dont le pays de plastique, puis tout le monde te dit « Hey, pourquoi mettre du foutu pays de plastique? » La raison est simple, ça l'empêche les mauvaises herbes de pousser. Puis comme n'importe quel, même comme vos plantes fourragères, vos céréales, votre maïs, s'il y a trop de mauvaises herbes, ça étouffe la plante, puis elle meurt. Je suis sûr que... Puis vous ne voulez pas, en fin de compte, des arbres, c'est pour durer longtemps. Le fait de mettre le pays de plastique vous empêche d'aller... vous n'êtes pas obligé d'aller nettoyer manuellement, en fin de compte, les arbres, puis assure une meilleure implantation de vos arbres. Autre question? Oui, quant au parasol, Oui. Je reviens sur l'outil en tant que tel, là, la couverture de l'ombre. J'imagine que quand c'est le soleil de midi, ça plombe pas mal plus sa structure, fait que ça couvre pas mal moins de surface. On peut estimer à peu près que ça protège du soleil combien de têtes? Ici, nous avons choisi le plus petit modèle. Je ne connais pas les dimensions par cœur, vous allez pouvoir voir en place. C'est des modèles qui sont encore, on va dire, 12 pieds de plus de diamètre que le modèle qu'il y a actuellement. Ce modèle-là peut accueillir 12 à 15 animaux, tandis que l'autre modèle, il est encore plus grand en tant que tel pour pouvoir être implanté. Puis je pense qu'il garantit 3 ou 5 ans l'équipement en tant que tel. Puis comme je vous dis, c'est très facile. Ça prend, l'attacher à l'arrêt de votre VTT, ça prend 5 minutes à installer, puis c'est pas... tout est très simple. OK. L'autre chose par rapport aux haies brise-vent, c'est plus des haies d'ombre que de brise-vent, compte tenu que vous n'avez pas de conifères là-dedans, fait que dans le fond, ça ne brisera pas tant le vent, là.
Ça, vous pourrez en parler avec monsieur. Oui, André, on jasera avec. C'est l'ombre éventuellement que ça va créer. Avez-vous peur que ça fasse du piétinement puis justement difficulté à la reprise dans cette zone? L'idée là-dedans, comment ont été configurés les pâturages, vous voyez, c'est comment je pourrais dire, il y a différentes parcelles, puis c'est du pâturage en bande. Ouais. Fait que l'idée, si on reste pas plus que 3-4 jours à l'intérieur, c'est sûr qu'il va y avoir des piétinements à des endroits, puis souvent le piétinement va se trouver où est le point d'eau, plus précisément. Mais par la suite, c'est sûr qu'il va y avoir des endroits qui vont être plus piétinés que d'autres, mais c'est un sacrifice à faire en tant que tel pour s'assurer. Puis vous allez voir où est le parasol actuellement, il y a du piétinement qui est fait parce que c'est un endroit précis, mais que les arbres, vu aussi que les haies vont être sur une plus longue, comment je pourrais dire, c'est pas juste un endroit comme le parasol, mais sur, mettons, on va dire 100 mètres, les vaches n'iront pas se mettre toutes dans un petit endroit de 15 mètres par 15 mètres ou d'une petite période de 10 mètres. Fait que ça peut éviter les piétinements en tant que tel. Merci. OK. Là, je vais vous parler, en fait, compte pour le reste de la journée. Comme il fait beau aujourd'hui, là, actuellement, avant de vous lever, la prochaine étape, c'est d'aller dîner. Le dîner va s'effectuer ici, où il y a le showring. Vous voyez les tables, vous voyez le showring. Ici, vous allez voir des kiosques. Un autobus, le même autobus bleu va vous prendre ici, va vous ramener à cet endroit. Si ça vous tente de marcher, vous pouvez le faire. Faites attention quand vous traversez le viaduc de rester sur la voie, en fin de compte, qui est marquée pour les personnes qui puissent, je sais pas, la voie cyclable en tant que telle. À 2 heures, c'était marqué sur 1h45. Vu qu'on a un peu de retard, je vais mettre 2 heures pour s'assurer qu'on puisse réseauter. Il va y avoir 4 ateliers. Un atelier qui va être en classe. Ici, ça va être sur la configuration des pâturages par Marie-Hélène, une conseillère senior chez Lactanet en production biologique. Un atelier, ça va être plus sur le sursemis, dont j'ai eu quelques problèmes en fin de compte avec la personne qui est supposée le faire, et ça va être moi-même, puis on va regarder, on va pouvoir regarder tout ce qui est en même temps le fameux parasol, les équipements, comment ça fonctionne un peu avec les pâturages. Il va y avoir un atelier de brise-vent ici avec M. André Vézina et un atelier avec M. François Labelle ici dans cette section. L'objectif, c'est de donner. Il va y avoir 4 groupes. Il faut aller visiter 3 ateliers. Chaque atelier va durer 30 minutes. Ça veut dire que le premier atelier va commencer à 2 heures, va finir à 2h30, puis vous avez 15 minutes pour vous diriger en tant que tel vers les prochaines prairies. Je vous remercie les commanditaires pour la journée du CQPF, les partenaires du CQPF, la Coop fédérée, Lactanet, Belle-Île, les membres Platine, Snagri, le Bulletin, AgroBiocontrôle, Pioneer, BMR, Crohn, les producteurs de lait, partenaires de la journée, l'Université McGill, partenaires aussi pour les kiosques Pronovo, Belle-Île et Kémine, partenaire commanditaire à la Coop, Snagri pour le goûter et Lactanet. Merci.